Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'architecture. C'est la première vidéo que vous devez consulter, visionner en tout cas, si vous souhaitez vous intéresser au graphe, qui est une structure de données un peu particulière et qui est, en tout cas, qui propose de multiples usages et qui a énormément, on va dire, de théories tout autour. On pourrait passer des heures à parler de graphes, mais nous allons justement aborder un petit peu la théorie des graphes dans cette vidéo d'architecture, parce que c'est un petit peu le principe de cette playlist. Et vous aurez comme ça, on va dire, le point de départ de l'apprentissage ou l'utilisation des graphes. Et vous pourrez ensuite vous tourner vers d'autres playlists comme l'algorithmie ou autres pour voir un petit peu comment vous pouvez les utiliser en termes de code au niveau de l'informatique. Quand on parle de graphes, on va parler ici. Alors j'ai essayé de vous, encore une fois, comme d'habitude, vous donner une définition la plus simple possible, la plus courte possible. Si on veut définir très simplement un graphe, on peut parler d'une structure abstraite, c'est-à-dire au sens où un graphe n'est pas forcément quelque chose de géométrique, même si bien évidemment, nous, pour le schématiser, eh bien, on va le représenter visuellement, mais comprenez que ça pourrait être quelque chose de tout à fait abstrait, qui va être composé d'objets, d'accord, donc de certaines choses, qui peuvent être reliées, d'accord, donc d'objets reliés ou non entre eux. Voilà la définition en tout cas que je donne à ça, qui permet en tout cas de bien introduire cette notion de graphe. Pour cela, on va partir maintenant sur un schéma, donc je veux dire une représentation effectivement géométrique, visuelle, mais comprenez qu'encore une fois, on ne parlait pas forcément de quelque chose de géométrique, ça pourrait être quelque chose de tout à fait abstrait, qui n'a pas en fait de, de représentation, on va dire, géométrique, mais il faut bien qu'on puisse le représenter en tout cas nous en tête, donc on a besoin de faire pour cela un schéma. On va retrouver ce qu'on appelle un ensemble de nœuds, d'accord, qu'on va représenter par exemple comme ceci, et on va, alors au choix, on peut relier ou non ces nœuds, d'accord, ou certains de ces nœuds, par un ensemble ici de liens, de liaisons, qu'on va appeler arêtes, mais de toute façon on va revenir sur les termes par la suite, vous inquiétez pas, parce qu'on a quelques termes qu'on va aborder un petit peu, histoire d'avoir un peu de vocabulaire aussi pour parler des graphes. Donc on retrouve comme ça ces différents ensembles, et on peut voir un petit peu ce qu'il en est pour la suite. Finalement, par rapport à ce schéma qu'on a, on peut dire qu'on a un graphe, donc on va ici noter grand G, d'accord, qui est composé de deux ensembles. On a V, donc vertex, qui est l'ensemble des sommets, et on a E pour age, ages quand il y en a plusieurs, qui sont donc l'ensemble des arêtes, qui vont composer finalement le graphe que nous avons. Donc ça, c'est à prendre un petit peu en compte pour toute la suite et de voir un peu, voilà, bien comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Au niveau de notre graphe, évidemment, nous avons quelques caractéristiques importantes. Encore une fois, je vous l'ai dit, la théorie des graphes, c'est énormément, il y a une masse énorme d'informations, d'accord, de concepts, de notions, de définitions, de propriétés, etc., etc. On va se concentrer vraiment sur les éléments qui vont revenir le plus souvent et sur lesquels vous allez devoir vous poser beaucoup de questions quand vous allez notamment les employer en programmation, quand vous allez travailler avec des langages de programmation pour utiliser ces derniers ou dans certains autres, on va dire, cas d'usage. Les premières caractéristiques qu'on peut retrouver sur un graphe, en tout cas parmi les plus essentielles, donc on a toutes celles-ci, et on va commencer par la première, c'est de se poser la question finalement, est-ce qu'un graphe est simple ou multiple? D'accord, c'est la première chose qu'on peut se poser. Si on reprend donc notre graphe de tout à l'heure, vous voyez que j'ai pas mis une notation particulière, il y a juste nos nœuds et nos arêtes, ou les sommets, les nœuds sont des sommets, on a cette représentation-là, et là en fait nous avons ce qu'on appelle un graphe simple. Pour avoir un graphe multiple, il faudrait qu'il ait quelque chose comme ceci, c'est-à-dire avoir par exemple une double chaîne ou un double chemin qui mène par exemple donc une double arête qui mène d'un sommet à un autre. Donc ici par exemple celui-ci ou pas. On verra qu'on a des graphes aussi orientés où on peut aller par exemple que dans un sens ou dans l'autre. Donc là par exemple pour imaginer qu'on ait ce sens par là, du haut vers le bas, même si encore une fois parler de haut vers le bas a juste du sens sur ce schéma, mais dans la réalité ça n'aurait pas de sens puisqu'on est sur quelque chose d'abstrait. Et on aurait ici une arête qui ramène par contre de ce sommet, on va dire B, vers le sommet A. D'accord, on aurait ici ce double-là, ce double chemin en tout cas entre les deux. Autre possibilité qui rendrait le graphe multiple, c'est la présence d'un cycle. Donc là je vous ai mis les deux, mais ça pourrait être très bien l'un ou l'autre, ok, pas besoin d'avoir les deux. Un cycle, c'est tout simplement, on le verra aussi par la suite, c'est une arête qui part d'un sommet qui revient sur celui-ci. D'accord, ça boucle en fait. Alors d'ailleurs je dis un cycle, pardon, c'est pas un cycle, c'est une boucle, je dis n'importe quoi. C'est une boucle, et elle part d'un sommet et revient sur ce même sommet. D'accord. Donc si vous avez la présence d'une ou deux boucles, ou vous avez la présence comme ça de double chemin, par exemple, ici double chaîne, au niveau des arêtes sur votre graphe, vous pouvez dire que votre graphe est un multigraphe, donc il est multiple. Et ici, nous dans le cas de tout à l'heure qu'on a pris au début, nous avons un graphe simple. Ensuite, on peut se poser la question de est-ce que notre graphe, et c'est un terme qui va revenir souvent, est-ce qu'on va vous parler de graphe orienté, non orienté? Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ça tombe bien, parce que cette vidéo est faite justement pour vous l'enseigner. On va parler ici, au niveau de l'orientation, et bien de la direction,
finalement ici vous voyez, au niveau des arêtes. Là, comme je n'ai aucune indication, sur le graphe que je vous ai représenté au début, schématiquement, on a donc un graphe non orienté. Pour en faire un graphe orienté, il faudrait tout simplement indiquer une direction au niveau des arêtes pour indiquer qu'on ne peut aller que dans un sens, d'accord? À nouveau, comme on avait vu juste avant, si on voulait par exemple pouvoir revenir de ce sommet-là à ce sommet-là, il suffirait de faire, ici vous voyez une liaison, mais dans ce sens cette fois-ci, une flèche qui irait dans ce sens. Quand on a d'ailleurs un graphe orienté, ici on verra que le terme il change, on ne parle plus d'arête, mais on parlera d'arc, d'accord? Mais ici on garde les sommets, donc ça ne change pas par rapport à ça. Mais encore une fois, on va revenir de toute façon sur les termes par la suite, donc pas d'inquiétude là-dessus, même si je passe un peu vite sur ces derniers pour le moment. On continue, on va avancer un petit peu sur d'autres parties. Donc là, je vous ai dire, je vois que c'est vrai que j'avais fait ce schéma pour montrer justement qu'on peut revenir comme ça de l'autre côté. Une troisième caractéristique, c'est est-ce que notre graphe est dit pondéré ou non pondéré. À nouveau, si je reprends le graphe du début que je vous ai schématisé, ici nous avons un graphe qui est non pondéré, c'est-à-dire qu'au niveau des arêtes, d'accord, je n'ai aucune indication, je n'ai pas d'étiquette, je n'ai pas de valeur en fait qui est indiquée ici. Je ne sais pas ce que ça représente finalement ceci. Si je voulais prendre sur un exemple de la vie réelle, on peut imaginer par exemple une cartographie, donc ça représenterait des villes, ok, mais ça qu'est-ce que ça représente? Ça représente les routes, ça représente les autoroutes, ça représente autre chose, des moyens de transport. On ne sait pas. Est-ce que ça représente des distances, des temps, des durées, des capacités, des coûts? Vous voyez, on ne sait absolument pas. Donc là, nous avons un graphe non pondéré si on le schématise tel quel. Pour en faire un graphe pondéré, comme je vous l'ai dit, il suffit d'ajouter tout simplement des valeurs numériques. On ne sait pas vraiment à quoi elles correspondent précisément, mais ici le graphe est pondéré dans tous les cas. Il possède ici des valeurs, et je vous détaillerai un petit peu ce qu'elles sont, quel nom on leur donne, puisqu'il y a un terme bien sûr pour décrire ces dernières. On passe à une autre caractéristique qui est la connexité. Est-ce que notre graphe est connexe ou non connexe? À nouveau, si je prends cette partie-là, on peut dire que le graphe est connexe. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à partir d'un sommet, je peux aller sur n'importe quel autre sommet de mon graphe, directement ou indirectement. Si je veux partir de celui-ci et aller à celui-là, indirectement, vous voyez, je peux passer par un chemin. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, on va pouvoir le rejoindre. Imaginez encore une fois par exemple des villes dans votre pays, sur une carte. Et bien à partir du moment où vous avez une route, même indirecte, qui mène à votre destination, vous pourrez rejoindre cette destination, et ainsi de suite. On n'a donc pas ici de sommet qui serait isolé, ou on va dire, de sous-graphe, qui serait donc détaché du reste. Si on veut obtenir un graphe non connexe, il faudrait justement faire une cassure, en tout cas enlever un élément. Donc là, il est déjà connexe. Par contre, si je fais ça, on obtient un graphe non connexe. Alors là, vous pourrez vous dire, mais là, en fait, il s'agit de deux graphes. Alors oui, d'une certaine manière, on a deux sous-graphes. Mais en fait, nous avons un graphe qui est composé, donc un graphe non connexe qui possède deux composantes qui, elles, sont connexes. Puisque dans une seule composante, c'est connexe que je peux aller de n'importe quel sommet à un autre. Pareil dans celui-ci. Donc attention, voilà, un graphe, c'est pas forcément un élément complètement connexe. Ici, on pourrait dire que c'est un graphe, mais on voit qu'il y a des parties qui sont isolées entre elles. Donc ça, c'est bien à retenir aussi, et après, vous n'aurez pas de difficulté pour la suite. On passe à la dernière caractéristique que je voulais vous décrire ici. Est-ce que notre graphe est cyclique ou non cyclique? Donc on dit acyclique. Et ici, nous avons un très bon exemple. Alors, généralement, quand on parle de cyclique, on pense tout de suite à cycle, d'accord? Et si on regarde, si vous avez fait même éventuellement un peu de mathématiques ou autre, ou juste par les termes, la définition même des mots, si on regarde ceci, on se dit c'est un cycle. Donc s'il y a un cycle, le graphe est cyclique. Pas de bol, c'est pas du tout la définition qui est utilisée. Pour un graphe cyclique, il va devoir suivre certaines règles, notamment, on verra au niveau ici du nombre de liaisons qu'il y a pour chaque sommet de ce dernier. Et là, le problème, c'est qu'il n'est pas cyclique, puisqu'il y a des éléments, par exemple, qui ne rentrent pas, en tout cas, dans cette définition. Donc ça ne marche pas. Si on voulait transformer, par exemple, ce graphe en cyclique, vous voyez, je m'attarde pas trop encore sur le détail, parce qu'on va le voir juste après, donc c'est pas la peine de vous embrouiller encore avec plein de termes et plein de vocabulaire. Eh bien, on pourrait le transformer comme ça. Et là, je pense que vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'on appelle cyclique, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, vraiment, vous voyez, chaque sommet a le même nombre de liaisons. Ici, il en a en l'occurrence 2, et pareil, les liaisons portent un terme, on en parlera ici. En tout cas, le fait d'avoir justement le même nombre finalement de liaisons pour chaque sommet. On a fait le tour pour les caractéristiques, en tout cas que je voulais vous énumérer. Passons à un autre point aussi, qui est important de savoir, parce qu'on va remarquer, au niveau quand on va représenter des graphes, on va souvent remarquer une certaine structure qui ressort. D'accord? Il va y avoir des éléments qui sont assez récurrents, et pour cela, on a catalogué, on a rangé finalement un petit peu les graphes dans différentes topologies. Elles n'y sont pas toutes, on pourrait inventer et retrouver plein d'autres topologies, mais ça, ce sont évidemment les plus connues, les catégories dont on parle le plus. Par exemple, si vous faites un peu de réseau au niveau informatique, il y a d'autres topologies qu'on pourrait inscrire ici, puisqu'on peut
avoir d'autres possibilités, mais voici les plus courants, ce qu'on peut retrouver. Alors si nous n'avons pas un schéma qui ressort, d'accord, en particulier, à moins d'inventer une nouvelle topologie si on voit qu'on a un élément récurrent, on parlera tout simplement de graphe quelconque. Voilà. Un graphe quelconque, il n'en ressort rien de précis sur comment il est ordonné, organisé, etc. On ne sait pas. Il n'y a pas d'ordre particulier, enfin d'ordre, il n'y a pas en tout cas d'organisation particulière. On dit donc que le graphe est quelconque, mais on ne se pose pas de questions plus que ça. On peut retrouver par contre ce type de graphe qui lui est un graphe dit centralisé. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors centralisé ou polarisé, on peut retrouver l'un ou l'autre. On va avoir donc ce pôle, ce centre, qui est donc un des sommets, et vous voyez qu'ensuite il est à l'origine de tout un tas de liaisons qui mènent à d'autres choses. Alors on pourrait aussi avoir un graphe multicentralisé, c'est-à-dire que là par exemple, on mènerait à un autre élément qui serait le centre, vous voyez, d'un autre graphe centralisé, ou un sous-graphe. Donc vous voyez, on pourrait en fait décomposer et faire de nouvelles topologies. Encore une fois, si on avait des graphes encore plus complexes. Mais l'idée générale, en tout cas, de base, c'est d'avoir cette topologie-là de graphes centralisés. On peut retrouver aussi une autre structure qui ressort, qui est finalement ce graphe cyclique. Rappelez-vous, celui de tout à l'heure, voilà le fameux graphe cyclique. Donc on comprend bien maintenant à quoi on a affaire. Voilà. Comment on identifie un graphe cyclique, ça peut très très vite se voir ici. On retrouve ensuite le graphe hiérarchique, ça peut peut-être vous faire penser notamment aux arbres, si vous faites un peu justement de structure de données, vous avez vu ça. Donc c'est tout à fait ça, un arbre est une forme justement à une topologie donc hiérarchique. Donc là on comprend bien qu'il y a un élément ici, d'accord, la racine, et ensuite on a des éléments descendants jusqu'à obtenir donc des éléments qui n'ont pas d'enfants finalement, donc sont appelés les feuilles, et on a cette topologie là en particulier. Et enfin, une topologie qui va plus ressembler à un maillage, qui est une topologie dite homogène. Voilà, donc on a des éléments qui sont ordonnés comme ça. On peut parler même de filet, c'est une sorte de filet ou autre, un quadrillage. Et on va retrouver un petit peu cette topologie-là, bien sûr. Encore une fois, n'oubliez pas que ce sont des schémas, parce qu'il faut bien se représenter les choses. Dans la réalité, c'est pas quelque chose qui sera ordonné parfaitement en cube comme ceci, d'accord, avec des longueurs identiques, rien à voir. On pourrait avoir ces éléments en fait complètement mélangés. C'est juste que si on relie ensuite chacun, eh bien, imaginez quelque chose qui serait mou, qu'on pourrait en fait bouger, eh bien, on pourrait le remettre en fait, déplacer chaque élément pour obtenir cette forme, si on voyait les choses en tout cas de manière schématique. Mais n'oubliez pas que nous sommes sur une structure abstraite. On représente les choses visuellement parce qu'on doit se les représenter pour pouvoir les comprendre et les utiliser. Mais dans la réalité, les graphes n'ont pas de représentation visuelle, géométrique. Alors ils peuvent en avoir en certains cas, si on parle par exemple de ponts, etc., pour des chemins, donc qui seraient des chemins pour accéder à différentes parties d'une berge, évidemment, mais en soi le concept est abstrait. Abordons les quelques termes justement. Les termes, pour les graphes, il y en a plein, parce qu'encore une fois, on est sur des concepts mathématiques, donc bien évidemment, on a plein de définitions, plein de propriétés, plein de termes, plein de choses en fait qu'on pourrait utiliser, mais on n'est pas là pour faire des mathématiques et pour faire des mathématiques sur les graphes. On est quand même sur des mathématiques, on va dire, appliquées à l'informatique, on peut retrouver aussi en programmation. Donc on va se contenter des termes qui, en tout cas, vont concerner vraiment cette application-là des graphes qu'on va pouvoir utiliser. Donc quelques termes, vous voyez qu'il y en a quand même quelques-uns, on n'a pas non plus 2-3 termes, il y en a quand même quelques-uns à connaître. Alors on en a déjà vu pas mal, mine de rien, sans le savoir jusqu'à présent, mais certains, bon maintenant, voilà, sommet, je vous en ai parlé, etc. On comprend bien ce que c'est, donc déjà, on a bien pigé. Justement, puisque l'on parle de sommet, le sommet, vous l'avez compris, c'est justement ce fameux point, ce nœud qu'on peut retrouver dans notre graphe. Un nœud peut être isolé, c'est-à-dire il pourrait très bien n'avoir aucune liaison, il est perdu en plein milieu de la campagne, comme il peut être relié à un seul élément, ou il peut être relié à plein d'autres sommets du graphe. Donc c'est tout à fait possible d'avoir ce genre de, on va dire, de configuration-là. On va retrouver ensuite un terme que je n'ai pas employé encore, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai dit ordre, j'ai changé le mot par organisé, parce que l'ordre est un terme précis, justement, au niveau de la théorie des graphes. Et quand on va parler d'ordre, c'est très simple, c'est le nombre de sommets de votre graphe. Ok ? On va revenir dessus. Là, je vous décris un petit peu les termes. Bien évidemment, ensuite, on va mettre en application ces derniers dans le graphe, par exemple, que je vous ai pris en exemple. Le but, c'est aussi de comprendre un peu ce qu'on fait, pas juste vous énumérer des définitions de mots, et puis on passe à autre chose. Non, on va expliquer un petit peu tout ça en détail, mais là, on fait un petit peu quelques définitions pour que vous soyez un peu au point avec ça. Quand on parle d'arêtes, bon, vous avez bien compris ce que c'était. Les arêtes, ce sont ces fameuses liaisons, ces lignes qu'on retrouve entre différents sommets, éventuellement. Et on verra que quand nous avons un graphe qui est dit orienté, le terme change, on ne parle plus d'arête, mais on parle d'arc. Okay. Alors encore une fois, si dans l'absolu vous parlez d'arête dans un graphe orienté, on ne va pas non plus vous dire oh là là, sacrilège, etc. Mais forcément, comme on est sur des concepts mathématiques, vous savez que chaque terme a généralement une définition propre, on ne peut pas non plus en faire n'importe quoi.
Et ça permet aussi de se comprendre. Si vous parlez d'arc, on saura que vous êtes dans un graphe orienté. On n'aura pas besoin de demander ou de savoir si justement le graphe l'est ou pas. Donc ça peut aider déjà à donner pas mal de, on va dire, d'indications. On passe à un autre terme, j'en ai parlé tout à l'heure, une boucle, d'accord, je l'ai abordé, hein, c'est tout simplement quand vous avez une arête d'un graphe, ok, qui va relier 2 fois le même sommet. Donc n'oubliez pas, elle part d'un sommet et elle revient sur lui-même, sur ce même sommet. Donc on dit que ça boucle, tout simplement. Donc c'est pas compliqué à connaître cette définition, à la retenir, parce que visuellement, quand on se représente au niveau d'un schéma, on comprend tout à fait ce que ça veut dire. Là, on arrive sur des termes déjà un peu plus techniques. Forcément, quand on ne les a pas abordés, vous ne pouvez pas deviner ce que ça veut dire, parce que le degré, à part la température, on va pas aller bien loin, mais là, est-ce qu'il y a une température sur un graphe? Dans ce cas précis, non. Mais quand on parle de degré, on parle tout simplement, parce que c'est très simple, du nombre d'arêtes qui vont relier un sommet à d'autres. Voilà, d'autres sommets qu'il y a. Donc tout à l'heure, par exemple, quand on avait... Enfin, je ne vais pas l'aborder, parce qu'on va le voir juste après, mais on avait vu, par exemple, dans le cas d'un graphe qui a une topologie cyclique, on a vu qu'il avait une règle particulière concernant justement le degré de tous ces sommets. Et on va revenir de toute façon dessus après. Donc c'est tout simplement le degré, donc on parle du degré d'un sommet, attention, pas le degré du graphe. Le degré d'un sommet, c'est tout simplement le nombre d'arêtes qui le relie à d'autres. C'est ça qu'il faut retenir. On passe maintenant à 2 termes. Alors on a chemin et chaîne, parce que les termes sont normalement utilisés distinctement d'un type de graphe à l'autre, mais il peut y avoir des gens qui finalement utilisent les deux pour décrire la même chose. Là, on va dire que c'est un peu plus souple. C'est-à-dire que si vous utilisez le terme de chemin alors qu'il faudrait utiliser chaîne et inversement, bon, il y a des gens, voilà, ils se prennent pas trop la tête là-dedans. C'est limite, ils en font même un synonyme. Hein. C'est presque comme si chaîne était un chemin et inversement. Mais à la base, en tout cas, les termes permettent quand même de différer, en tout cas selon l'usage. Quand on parle de chemin, on va parler d'une suite de sommets, ok, qui sont reliés. Donc par exemple, on va d'un sommet A à un sommet B, peu importe que ce soit un trajet direct ou indirect, c'est-à-dire qu'on va passer par d'autres sommets, et ceci, dans un graphe orienté, s'appelle un chemin. Normalement, c'est pour les graphes orientés. Sauf que vous verrez qu'on va employer le terme chemin même pour les graphes orientés, parce que l'usage a fait que les gens ont utilisé le terme chemin, notamment pour les algorithmes. Quand on parle d'algorithme du plus court chemin, on l'utilise également pour un graphe qui ne serait pas forcément orienté. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce terme maintenant est devenu un petit peu le terme pour les deux types de graphes, mais à la base, ça devrait s'appliquer qu'au graphe orienté. Quand on est sur un graphe non orienté, ok, on devrait justement employer le terme de chaîne. Et c'est la même chose, hein, c'est une suite de sommets qui est reliée par une arête. Si on prend en mathématiques notation, on marquerait un couple, hein, donc je crois que ça s'écrit avec un micron, je crois. Et ensuite on met UV, donc qui est tout simplement la chaîne, enfin la suite de sommets qu'on peut avoir à chaque, donc entre un sommet et un autre. Et on représente comme ça bien toute la chaîne, en fait, voilà, tous les sommets éventuels pour aller du point A au point B. Ce sont les différentes définitions qu'on a. Autre point, je ne les ai pas indiqués là parce que je voulais pas alourdir un petit peu la syntaxe qu'on a. On peut parfois parler aussi, au niveau quand on a notre chaîne, ou chemin ou autre, on pourrait parler de chaîne par exemple élémentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait une chaîne qui ne passe pas 2 fois par le même sommet. D'accord ? Si vous passez une seule fois par un sommet, ou les sommets sans passer 2 fois par ces derniers, on dit que la chaîne ou le chemin est élémentaire. Très important. Et si jamais vous ne passez pas 2 fois par la même arête ou le même arc, on dit cette fois-ci que vous avez une chaîne par exemple simple. Okay, donc simple, on ne passe pas 2 fois par la même arête ou le même arc, hein, suivant qu'on parle de chemin ou de chaîne. Et c'est élémentaire quand on ne passe pas 2 fois par le même sommet. Je ne les ai pas ajoutés parce que c'est des termes secondaires, mais c'est bien de savoir aussi qu'il y a ces termes-là qui existent quand même si on veut être encore plus précis. Vous voyez, on peut aller très loin dans la théorie des graphes. On peut vraiment avoir des termes bien précis, bien spécifiques par rapport à ce qu'on veut décrire, en tout cas ce qu'on veut trouver ou analyser éventuellement. Passons à un autre terme pour la suite, qui est le poids. Donc pareil, on ne parle pas d'un calcul de masse avec une force de gravitation, rien à voir. On parle ici tout simplement de la valeur numérique, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, dans un graphe. Vous savez, quand on notait des petites valeurs là sur les arêtes du graphe, et que ce graphe devient pondéré, maintenant vous le savez, hein, voilà, un graphe pondéré, c'est un graphe donc, qui a des valeurs étiquetées ou des étiquettes sur ses arêtes, on parle de poids. Donc la valeur qui est donnée numérique, 2, 3, 8 ou que sais-je, que ce soit un coup, une distance, un temps, j'en sais rien, on appelle ça le poids, tout simplement, au niveau d'une arête. Donc on a une valeur en tout cas qui est représentée ici. Voilà pour ce terme. On passe au diamètre. Le diamètre, c'est la distance. Alors, j'aime pas trop ce terme parce qu'il peut être utilisé pour autre chose, mais disons que c'est un petit peu comment je peux dire ça ? C'est la somme, par exemple, ok, de tous les poids d'un chemin, d'une chaîne, qui serait la plus grande, d'accord ? C'est-à-dire, c'est essayer de trouver dans votre graphe
Si vous prenez donc les valeurs ok, que vous avez sur vos arêtes, et bien essayez de trouver celle qui, en allant d'un point A à un point B, vous donne la valeur la plus grande possible. Donc en vrai c'est ce qu'on ne veut pas faire. Quand par exemple vous calculez un itinéraire, vous êtes en voiture, vous n'avez pas envie de prendre le chemin le plus long, a priori. Sauf si vous avez envie de voir du paysage, mais généralement c'est plutôt le plus court qu'on recherche. Bah là le diamètre c'est de se dire, dans le graphe que j'ai ici, quelle serait vraiment la distance la plus longue possible. Ok, donc pas la plus longue en sens en passant par le plus de sommets possible, c'est pas ça qu'on dit, mais en ayant une somme des poids par lesquels on passe qui est la plus grande possible. Et c'est ça le diamètre qu'on retrouve dans un graphe. On passe maintenant au cycle. Le cycle, donc on l'a vu finalement, on l'a vu oui et non, mais parce que ça fait penser un peu à la boucle, mais là c'est un cas un peu particulier. C'est quand on a une chaîne ou un chemin, tout dépend du type de graphe qu'on a, qui revient à son point de départ. Ok, donc par exemple, vous avez le point A, ok, vous passez ensuite par le point B, par le point E, par le point C, vous revenez au point A. C'est un cycle. Et là, pareil, on peut décomposer. On parle, alors là après on partirait dans d'autres termes mathématiques qu'on va évidemment pas détailler ici, on ne fait pas des matins, je vous rappelle, mais on parlerait de cycle eulérien, parce qu'il y a tout un tas de propriétés, de théorèmes, etc. derrière, qui veut dire en fait qu'on passe par toutes les arêtes, mais une seule fois. C'est une seule et une seule fois, très important. Et si on passe par tous les sommets, par contre, une et une seule fois, on dirait donc que le cycle est hamiltonien, avec un H au début bien sûr de hamiltonien, très important. Donc cycle eulérien, cycle hamiltonien, très important de savoir. Dans un graphe orienté, puisque ça concerne finalement les graphes non orientés à la base, le cycle, même si pareil, c'est un peu comme pour chemin et chaîne, vous verrez des gens employer le terme de cycle, même dans un graphe orienté, mais bon, c'est pas grave en soi non plus. Mais normalement, dans un graphe orienté, on ne parle pas de cycle, on parle de circuit. C'est le terme que vous pourriez rencontrer. Donc si un jour vous voyez le terme circuit, sachez qu'en fait c'est un cycle, c'est la même chose, sauf que ça s'adresse aux graphes orientés. Ça concerne les graphes orientés. Et on termine avec les derniers termes. On en a combien? Il nous en reste un, deux, je crois que ça. Donc on a l'arbre. L'arbre, vous savez ce que c'est en structure de données, on l'a vu tout à l'heure au niveau de la topologie, notamment hiérarchique. C'est une autre structure de données qu'on retrouve en informatique, avec la pile, la liste, la file, etc. Et bien en fait, un arbre, c'est un graphe. Voilà, vous découvrez peut-être aujourd'hui. On vous a peut-être menti jusqu'à présent. Mais en fait, on pourrait limite se dire que l'arbre, c'est pas une structure complètement à part entière, dissociée, puisqu'en réalité, un arbre, c'est un cas particulier du graphe. Un arbre, c'est tout simplement donc un graphe qui a une topologie hiérarchique. Si je reviens un peu avant, alors là je vais revenir pas mal avant quand même. Voilà, cette topologie-là, vous voyez. Donc on reconnaît bien si on le schématise généralement. Hop, on revient sur arbre, ici. Qui est connexe. Logique, si on a des éléments qui sont isolés ou je sais pas quoi, ou qu'on a des morceaux, plusieurs morceaux dans l'arbre, ça va pas du tout. On aurait donc plusieurs arbres et donc on appellerait ça une forêt d'arbres, mais c'est pas ce qu'on recherche ici. Il est acyclique, évidemment, on ne veut pas quelque chose qui est cyclique, sinon pour un arbre ça n'a pas beaucoup de sens. Et bien sûr non orienté. Voilà, non orienté, puisqu'un arbre, vous voyez, on parle d'une racine ou autre, voilà, on peut faire différents parcours, donc on ne veut pas forcer à faire le parcours, ou en tout cas se déplacer d'un coin, plutôt d'un élément à un autre, d'un nœud à un autre, donc ça doit être ça. Donc je résume, un arbre c'est un graphe qui est hiérarchique, connexe, acyclique et non orienté. Si on a ces propriétés-là, ces caractéristiques-là, votre graphe est un arbre, tout simplement. Mais je vous renverrai bien sûr, je vous renvoie vers les vidéos spécifiques qui abordent cette structure d'arbre qui est aussi particulière en informatique, qui a des usages aussi quand même spécifiques, puisque c'est un cas particulier finalement. Je crois qu'il nous reste le dernier mot, oui, je crois que c'est ça. A priori, on a fait le tour, oui c'est ça. Donc densité. La densité, j'ai terminé par celui-ci, c'est tout simplement le nombre d'arêtes que vous avez effectivement sur votre graphe par rapport au nombre d'arêtes que vous pourriez avoir, le maximum possible sur votre graphe. C'est-à-dire si on reliait chaque sommet à tous les autres sommets de notre graphe, donc ça ferait sûrement un dessin, un schéma pas très très lisible à la fin, suivant le nombre de sommets qu'on a, eh bien on aurait finalement la densité maximale. Quand on parle d'un graphe qui a très peu de densité, finalement, qui a très peu d'arêtes par rapport au nombre d'arêtes possibles, on dit que le graphe est creux, c'est un terme qu'on peut retrouver. Évidemment, si on a beaucoup d'arêtes, on parlera de graphe dense, quand on a beaucoup plus d'arêtes qui sont représentées. Et si toutes les arêtes possibles d'un graphe sont représentées, on dira tout simplement qu'on a un graphe complet. Voilà, ce sont des termes pareils, je ne les ai pas marqués ici parce que c'est plus secondaire je trouve, mais c'est des termes que vous pourriez rencontrer si vous vous intéressez de plus près à la théorie des graphes, même mathématiquement parlant. Vous allez revoir ces termes revenir, graphe, tout ce qui est justement graphe creux, dense, complet, ça va revenir très très souvent par rapport aux différents termes.
Nous, on va s'arrêter en tout cas sur ces termes-là, on en a beaucoup, hein. Vous voyez, si vraiment vous ne connaissez rien des graphes au niveau de la théorie des graphes, avec cette vidéo déjà vous aurez appris énormément de choses en très peu de temps. On va analyser, parce que là, je vous ai donné des définitions, je vous ai expliqué de manière le plus accessible possible différents termes sur la théorie des graphes, ok, mais c'est bien de voir un petit peu ce que ça donne maintenant, voilà, dans le concret, parce que sinon, on n'arrivera pas à comprendre tout ça et à assimiler. On reprend notre graphe de départ, ok, et on va analyser ce dernier. On va le compléter un petit peu maintenant. On va nommer les sommets, donc on va leur donner des lettres, tout simplement. Encore une fois, ça pourrait être des villes, ça pourrait être n'importe quoi, mais non, on va rester sur quelque chose de très simple, et on va pondérer, donc on va justement rendre ce graphe pondéré en étiquetant les différentes arêtes. Donc tout ça, ce sont les poids, d'accord. 8 ici, c'est le poids ici de cette arête qui relie le sommet B à C, et ainsi de suite. Donc voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. On va se servir de schéma, on le met un peu sur le côté, vous voyez, hop, il bascule comme ça sur le côté, et on va pouvoir comme ça analyser un petit peu. Revenons déjà sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Rappelez-vous, quand je vous ai présenté les caractéristiques, on va les résumer, parce que c'est bien quand même de savoir qu'on est bien sur la même longueur d'onde et qu'on a bien compris jusqu'à présent. Notre graphe, qu'on va représenter avec un G majuscule, quelle est sa topologie? Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, la topologie on connaît, ok, c'est un graphe ici quelconque, on n'a rien qui ressort en particulier, donc on va pas se perdre là-dessus. Okay, on voit bien un petit peu ce qu'il en est pour la topologie. Alors je crois qu'on va revenir là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il est simple ou multiple? Ici on a un graphe simple, on n'a pas de double par exemple liaison d'un sommet à l'autre qui soit orienté ou pas d'ailleurs, et on n'a pas de boucle, donc c'est un graphe simple. Donc, graphe quelconque, un graphe simple, c'est un graphe non orienté, on peut se déplacer dans les deux directions ici. C'est un graphe qui est pondéré puisque nous avons étiqueté les différentes arêtes. Il est connexe, hein. On n'a pas des éléments comme ça qui sont coupés ou autres, donc c'est un graphe connexe, d'un sommet à un autre, enfin on peut toujours aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre sommet dans ce graphe, et il est acyclique, parce que rappelez-vous que le cyclique est un cas particulier, hein, notamment du fait que pour qu'il soit cyclique, maintenant vous l'avez vu, hein, je vais revenir sur le schéma d'avant, celui qu'on avait de cyclique, vous voyez, maintenant vous pouvez le comprendre avec les termes, en fait un graphe cyclique, c'est un graphe dont tous les sommets, comme vous voyez ici, ont un degré, ok, de 2. C'est-à-dire qu'il y a deux arêtes qui le relient à d'autres sommets. S'ils n'ont pas tous 2, eh bien en fait, il ne peut pas être cyclique. Donc c'est pour ça que si on revient sur notre schéma ici, par exemple, lui, voilà, il a un degré de 1. Il n'a qu'une seule arête. Lui aussi, lui il en a 3, voilà, lui il en a 3. Donc vous voyez que ça ne marche pas. On n'a pas de graphe cyclique ici, même si on pourrait le penser, parce qu'on voit ici un cycle, donc ça pourrait être trompeur, mais attention. Cycle ne veut pas dire graphe cyclique. Maintenant qu'on sait ça, qu'on a en tout cas rappelé ces informations-là, donc je rappelle, hein, graphe quelconque, graphe simple, il est non orienté, il est pondéré, connexe et acyclique, on a toutes ces infos, donc on va le noter là, simple, non orienté, pondéré, connexe, acyclique. Il est composé de l'ensemble des sommets A, B, C, D, E, F, et de la liste d'adjacents suivante. Nouveau terme, voilà, que j'aurais pu mettre un peu avant, mais je le mets ici, parce qu'il fallait bien quelques diapos pour vous le présenter. Et voici comment on peut noter cette liste d'adjacences. C'est très simple à faire, même si vous avez des difficultés avec les mathématiques, c'est très facile. Vous prenez chaque sommet et vous indiquez tous les sommets qui sont voisins directs. Okay, donc un voisin les adjacents, ce sont les valeurs qui sont accessibles, les sommets qui sont accessibles directement et pas indirectement. Donc à partir de A, où est-ce que je peux arriver directement? Je peux arriver à B et C, donc ils sont notés là, dans cette liste. Pour B, je peux aller à A ou C. Pour C, je peux aller à B ou D. Pour D, je peux aller à C, E, F. Pour E, je peux aller que vers D. Et pour F, je peux aller que vers D. Donc c'est très simple à faire, vraiment, il n'y a aucune difficulté si vous avez bien écouté jusqu'à présent. On a cette liste d'adjacences pour représenter un petit peu tout ça. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est pratique notamment pour un graphe creux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de densité, qu'il n'y a pas beaucoup d'arêtes qui sont représentées par rapport au nombre possible, si on aurait vraiment beaucoup de choses à noter. Et remarquez que généralement, pour trouver le nombre de valeurs qu'on aura dans vos listes d'adjacence, c'est généralement le double de sommets que vous avez. Là, on a 6 sommets, donc on a 12 valeurs notées dans cette liste finalement d'adjacence pour notre graphe. Par contre, alors c'est pas obligatoire de le faire sur un graphe très plus complet, mais si on avait donc une autre possibilité, on pourrait noter ce qu'on appelle la matrice d'adjacence. Et là, généralement, on a une notation beaucoup plus complète, parce qu'on va prendre vraiment tous les points. Donc ça, c'est surtout intéressant quand on a par exemple un graphe qui est dense, voire un graphe complet, pour représenter chaque chose. Comment ça fonctionne, pareil, cette matrice, même si vous ne connaissez pas les matrices en mathématiques, c'est pas grave, même s'il faudra peut-être un jour les connaître, parce qu'en informatique, c'est quand même très utilisé.
il suffit de vous dire, pour aller de A à A, est-ce qu'il y a un chemin? C'est lui-même, donc on met 0. Est-ce que je peux aller de A vers B directement? Oui, donc vous mettez 1. Vous voyez, c'est en fait un booléen. Si c'est 1, c'est que c'est oui, si c'est 0, c'est que c'est non. Est-ce que je peux aller de A vers C directement? Oui, donc je mets 1. Est-ce que je peux aller de A vers D directement? Non, c'est 0. Est-ce que je peux aller de A vers E directement? Non plus, 0. A vers F directement? Non plus, 0. Et vous faites ça pour chacun. Pour B, est-ce que je peux aller vers A, C, etc. Et vous avez votre matrice d'adjacence à la fin qui est ici. Donc c'est quand même vraiment pratique. Et comme je disais, c'est surtout utile pour des graphes plus denses, qui auraient donc beaucoup plus de valeur ici à représenter. Mais comme ça permet de voir un petit peu ce qu'on a comme voisin direct finalement à chaque fois pour chaque sommet de notre graphe. Très bien, donc on revient sur les informations de départ, ok, ce qu'on avait ici, on va se contenter de la liste d'adjacence, c'est très bien de toute façon pour ce que nous avons. Et on va maintenant passer à une analyse un peu plus approfondie, puisqu'on a répondu aux questions de tout à l'heure, est-ce qu'il était connexe, pondéré, orienté, etc., etc. Mais on va se servir un petit peu des termes. Rappelez-vous, je vous ai énuméré pas mal de termes, je vous avais dit que pour assimiler tout ça, c'est bien de savoir, c'est bien de travailler sur un exemple concret. Donc là, on a ce graphe ici, pour voir un petit peu comment ça fonctionne sur ce dernier. Première question, quel est l'ordre du graphe? N'oubliez pas, quand on parle d'ordre, ok, parce que c'est quand même important de retenir le nom, on parle du nombre de sommets. Donc là, le graphe est assez petit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets, c'est le nombre de sommets du graphe. Ok. Autre question, quel est le degré du sommet C? Le degré, rappelez-vous, c'est le nombre d'arêtes qui le relie à d'autres sommets. Donc C, on voit qu'il a 1, 2 et 3 arêtes ici. Alors d'ailleurs, j'en ai oublié. Ah oui, j'en ai oublié une, bravo, donc j'ai mis 2, faux. Voilà, vous voyez, ça en contrôle, c'est faux. Voilà, donc super, on met 0 sur la copie, direct. Parce que c'est 3, c'est dommage. Voilà, j'ai oublié celui-là, alors qu'il est marqué juste là, et je vous le dis juste avant. Bref. Mais en même temps, j'ai fait ça un peu tard aussi, là. J'ai passé beaucoup d'heures, vous savez, pour faire... les vidéos d'architecture, elles prennent beaucoup d'heures. C'est plus de 15 heures pour certaines, donc c'est très long à faire. Et il arrive au bout d'un moment qu'il y a des petits ratés dans les visuels que je fais à chaque fois, parce que tout est fait à la main. Donc ici, effectivement, c'était 3, c'est pas 2, donc attention, c'est le nombre d'arêtes qui relie le sommet à d'autres. Donc c'est 3. Ok, quelle est la densité du graphe? Donc là, on arrive sur un calcul, ce que je vous ai dit, que c'était la densité. Je vous ai dit, je vais sortir la définition, oui, c'est le nombre d'arêtes par rapport au nombre d'arêtes qui sont possibles. C'est bien, mais comment je sais quel est le nombre d'arêtes maximal qu'on peut avoir? C'est-à-dire que là, pour A, bon, il est lié à B, C, il faudrait qu'il soit, donc il faudrait qu'il y ait une arête là, qu'il y ait une arête ici, qu'il y ait une arête là. Ensuite, pour B, ok, il est là, il faudrait une arête vers là, il faudrait une arête vers ici, il faudrait une arête vers là. Pour C, il faudrait une arête vers ici, une arête vers là. Pour D, il faudrait là, enfin bref, il faudrait reprendre chaque partie. Vous voyez, ça fait beaucoup d'arêtes. Comment on fait pour ça? Et évidemment, grâce aux mathématiques, nous avons un calcul. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés avec les mathématiques, ou qui même simplement, vraiment, n'aiment pas ça. Voilà, dès qu'il y a des mathématiques, généralement, ça leur pose problème. Ça leur semble compliqué. Mais là, le calcul est très simple. On va décortiquer tout ça. Ceci est la densité, le D majuscule, qui est représenté par un calcul très simple. C'est au carré, ou 2 fois en tout cas, le nombre d'arêtes. N'oubliez pas que le E c'est pour edge, donc ce sont les arêtes ou les arcs, selon le type de graphe que vous avez, qui sont représentés. Donc vous multipliez le nombre d'arcs par 2 et vous divisez par le nombre de sommets fois, et ça se calcule est prioritaire ce qu'il est entre parenthèses, le nombre de sommets moins 1. Ici nous avons quoi? Nombre d'arcs, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et le nombre de sommets, on l'a vu tout à l'heure, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque rappelez-vous que le nombre de sommets, c'est quoi? C'est l'ordre. On remplace maintenant les valeurs. On a donc 2 fois 6, qui donne 12, divisé par 6 moins 1, donc 5. 6 fois 5, 30. Donc on a bien 12 divisé par 30, et on obtient une valeur de 0,4. Je ne vous l'ai pas indiqué tout à l'heure, parce que je voulais attendre qu'on aborde le calcul, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais quand on parlera de densité, elle sera toujours entre 0 et 1, évidemment. Donc 0, c'est vraiment... alors là, vous avez un graphe... il n'y a rien en fait, vous avez que des sommets. Ok, on aurait vraiment un graphe creux et très très creux, il a faim. Et 1, on aurait donc un graphe complet qui possède tous ces arcs. Donc là, 0,4, ça veut dire qu'on n'a même pas la moitié des arêtes qui sont dessinées, en fait, au niveau de notre graphe. Vous voyez, ça nous donne un ordre d'idée comme ça sur sa densité. Donc on peut dire qu'on a un graphe dense, enfin... Je sais pas en fait, après ça dépend. Est-ce que vous considérez qu'à partir de la moitié il devient dense ou en dessous il est creux? On peut voir, on peut considérer ça. Et dans ce cas-là, si on dit qu'il devient dense à partir de 0,5, bon, là on peut dire qu'il est creux parce qu'il est à 0,4. En tout cas,
La densité de ce graphe, c'est 0,4. Ça, c'est une certitude. Ensuite, autre question, quel est le diamètre? Ça c'est pareil, je vous avais donné le terme, mais c'est quand même bien de voir ce que ça donne concrètement, pour voir si on a bien compris la définition, puisque le diamètre, vous avez dit, c'est la distance finalement, la plus grande entre deux arêtes. Et je vous avais expliqué que c'est pas, encore une fois, de se dire, bah tiens, je fais ça, ça, puis je reviens là, et je fais un tour, là, vous voyez, je fais un tour de manège, plusieurs fois, donc je fais B, A, C, D, C, A, B, C, D, F par exemple. Sinon, bah oui, on peut, si on compte, oui, ça fait beaucoup. C'est encore une fois en passant par chacun des chemins, donc en ayant un chemin ici, donc en partant d'un point A à un point B, de se dire bah, quelles seront la somme, vous voyez, des poids qu'on a ici, qui donne eh bien, le montant, la valeur la plus grande. Donc là, et bien sûr, par la suite, vous utiliserez des algorithmes pour faire ça. On écrit des algorithmes pour pouvoir le calculer à notre place. Là, comme on a quelque chose de simple, bah, il suffisait de chercher quel était le plus long finalement. Alors là, comme il est petit, on peut vérifier ça assez vite. On peut voir déjà quelle arête a le poids le plus grand. On voit que c'est celui-ci. Donc ça peut être une bonne idée de partir de E. De dire comme ça, on a 15. Ensuite, à partir de là, on peut voir, vous voyez, si je vais que là, bon, bah, c'est fini. Hein, je fais EDF, ça fait pas grand-chose. Ah, tiens, EDF, marrant. Ça fait 18. Ok. Par contre, déjà, si je vais là, hop, je suis à 20. Donc je suis déjà plus loin et je peux encore continuer. Après, j'ai le choix, je vais où? 8, 2, donc vous voyez, on peut continuer. Donc par exemple 8, et ça peut être pas mal de faire ça. Ok. Donc là, D, voilà. Donc on peut faire ED, CB. Bon, on pourrait continuer sur A, mais on ne veut pas revenir sur ici. On veut repartir sur la même partie. Donc on va se baser sur celui-ci. Ok, on va garder cette distance-là pour prendre finalement les plus grandes valeurs qu'on a. Donc c'est 15 qu'on a en plus grande valeur. On a 5 et on a 8. Et ça donne donc 28. Ok, c'est la plus grande valeur qu'on aura pour cette partie-là. Si on avait fait l'inverse, ici 15, 5, on aurait 20, 22, 24. D'accord. Donc forcément, on aurait moins que 28. Donc ce serait plus court. Donc c'est le chemin comme ça qu'on peut retrouver ici au niveau de notre graphe. Maintenant, on vient sur un point très intéressant, très important au niveau des graphes. C'est utilisé à la base de beaucoup d'algorithmes. C'est souvent pour calculer des itinéraires. Donc par exemple, chercher le chemin le plus court ou la chaîne la plus courte. N'oubliez pas, chemin ou chaîne selon que vous êtes dans un graphe orienté ou non. Là, on emploiera le terme de chemin, même si normalement il devrait être utilisé sur les graphes orientés. Quel chemin le plus court pour aller de B à D, tout simplement. C'est-à-dire que si je veux aller de là, je pars d'ici, je veux aller à cette ville, cette destination, quel est le chemin le plus court que je peux prendre? Alors, encore une fois, c'est pas le plus court en nombre de sommets qu'on parcourt, c'est le plus court par rapport à ces valeurs. N'oubliez pas, c'est de ça qu'on parle. Imaginez que ça, ce sont des distances en kilomètres, par exemple. Et bien évidemment, on veut parcourir le chemin le plus court. On n'a pas envie que notre GPS il nous fasse partir, je ne sais où, faire un tour, le Tour de France qui n'en est plus un, pour aller par exemple faire un Paris, je sais pas, Orléans. Ce serait un petit peu bizarre. Et bien ici, tout simplement, il suffit de vérifier tous les chemins qui existent pour aller de B à C. Donc là, bon, on a tout simplement B, oui c'est ça, B, C, D, B, A, C, D. Et forcément, là, si on fait B, C, D, ça fait 8 plus 5, ça donne 13. Donc on pourrait penser que c'est le plus court, et en fait non. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on passe par ça, en passant que par un seul sommet intermédiaire, on aura un chemin plus long. Alors qu'ici, en passant par deux sommets intermédiaires, deux villes intermédiaires, comme il y a moins de kilomètres pour aller d'une ville à l'autre, ça fait 2 et 2, 4 et 5, ça nous fait 9. Donc le chemin le plus court, c'est le chemin, donc c'est ce chemin-là, ou cette chaîne-là, si on veut être précis, B, A, C, D. Voilà. Et c'est ça, en fait, la valeur qu'on a ici. Donc la distance de B à D, c'est 9. Et voilà, on a fait le tour en tout cas au niveau de l'analyse. Maintenant, vous savez un petit peu comment employer les différents termes qu'on a pu voir ensemble. On continue avec quelques algorithmes, parce que je l'ai fait pour les autres structures de données, je pense par exemple à la pile. Donc voici quelques algorithmes qu'on pourrait implémenter, ils ne sont pas tous, on pourrait vraiment écrire plein d'algorithmes aussi pour les graphes, mais voici des essentiels que je vous ai notés, donc il faudra aller voir notamment sur la playlist algorithmie, si vous voulez voir comment mettre en place des algorithmes concernant les graphes. On pourrait trouver quelques fonctions, quelques primitives, par exemple ici add vertex, qui permettra donc d'ajouter un sommet, la même fonction équivalente mais pour ajouter une arête à notre graphe. La possibilité de récupérer l'ensemble des voisins ou les adjacents, donc une liste d'adjacence, une matrice, peu importe. Par exemple, pas mal de fonctions pour récupérer la densité, récupérer le diamètre. On pourrait aussi calculer, pourquoi pas, l'ordre, récupérer l'ordre d'un graphe, calculer le degré par exemple d'un sommet, bref, on pourrait avoir vraiment plein d'autres fonctions. Vérifier si notre graphe il a des cycles, ça peut être intéressant aussi. Vérifier s'il est connexe. Voilà, on pourrait faire vraiment plein de fonctions différentes
par rapport aux caractéristiques qu'on connaît, aux différents termes qu'on a pu aborder ensemble dans cette vidéo. Et on a plein d'algorithmes aussi concernant du parcours et le fameux algorithme du plus court chemin. C'est pour ça que je vous dis c'est devenu un terme mal utilisé finalement, parce qu'on parle d'algorithme du plus court chemin et pas de la plus courte chaîne. Alors que rappelez-vous, normalement, chemin ne fonctionne pas, ne devrait pas être utilisé pour tous les types de graphes. Mais voilà. Donc on va retrouver notamment ce qu'on appelle le BFS ou DFS, on les abordera, et des algorithmes du plus court chemin comme celui de Dijkstra ou de Bellman-Ford. Donc pareil, très intéressant. Ici, on va principalement travailler avec des valeurs, hein, donc des pondérations qui sont positives. C'est ce qui est seulement accepté pour ces algorithmes, alors qu'ici, on peut accepter des valeurs négatives aussi. Donc on verra qu'il y a différents algorithmes avec différentes spécificités, bien sûr. Et vous verrez, de toute façon, on vous apprendra à utiliser tout ça, même à implémenter tout ça sur la chaîne avec les différentes vidéos que je vous proposerai. On a fait le tour en tout cas concernant ces petites informations. Pour finir cette vidéo finalement de présentation sur la théorie des graphes, quelques cas d'usage, parce que même si, bon, je pense que vous avez compris, au fur et à mesure que je vous ai montré ça, bon déjà je pense que si je vous demandais des exemples de cas où on retrouve ce concept, cette structure de graphe, je suis sûr que vous avez déjà plein d'exemples, mais pour ceux qui auraient vraiment du mal, qui diraient mais du coup ça sert à quoi dans la vraie vie, voilà, à quoi nous servent les graphes, quoi, pourquoi on s'est servi de ça, pourquoi on a inventé ça finalement, ce concept abstrait, à quoi ça peut bien servir. Donc, on en a parlé tout à l'heure, navigation GPS, effectivement, un calcul d'itinéraire d'une ville à l'autre, ou déplacer en voiture. Donc vous utilisez en fait les graphes sans le savoir, ça vous sert dans la vie de tous les jours peut-être, si vous êtes routier ou autre, ou même que vous partez en vacances, et bien en fait grâce à cette structure, grâce à ce concept, vous pouvez enfin trouver le chemin le plus court. Quand ça marche évidemment comme il faut, que ça ne vous renvoie pas dans le champ devant une vache, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, quand ça marche bien, et bien ça marche bien, voilà, comme le veut le nom. Ça peut servir pour l'analyse de pages web aussi, les fameux crawlers. Donc ils vont tout simplement analyser comme ça des pages, passer d'une page ensuite, à analyser les liens de cette page, aller vers d'autres liens, et ensuite pour les liens des liens, ils vont aller sur d'autres liens, et ainsi de suite. Donc on peut retrouver comme ça, alors graphe ou arbre, selon les cas, mais ça peut être utilisé effectivement pour de l'analyse. Les réseaux informatiques, bien sûr, que ce soit les réseaux matériels, si vous faites du réseau, vous branchez plusieurs ordinateurs sur un réseau local ou autre, ou d'entreprise, vous connaissez un petit peu ce principe de graphe. Les réseaux sociaux, pareil, imaginez on parle d'un profil, et puis on veut voir il est ami avec qui, quels sont ses centres d'intérêt, et puis quels centres d'intérêt il partage avec telle autre personne, et c'est comme ça que travaillent les algorithmes Facebook, que ce soit X, etc., qui justement analysent un petit peu les données des personnes, notamment pour la publicité ciblée ou ce genre de choses. Donc c'est évidemment très utilisé, très utilisé. Si demain on disait que les graphes n'existent plus, ce concept disparaît, eh bien il y a beaucoup de choses qui disparaîtraient dans le monde. Donc comprenez que c'est vraiment une structure très 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 utilisée aujourd'hui. La gestion de projet, voilà, comment on organiserait des tâches entre différents employés, par exemple, différentes personnes responsables. En sciences, que ce soit en biologie, par exemple la modélisation de protéines de gènes, la cartographie aussi, si on veut par exemple faire du coloriage de cartes, c'est un problème en récurrence connu. Voilà, le fameux cas de on a une carte et on veut colorier avec différentes couleurs, en n'utilisant pas non plus toutes les couleurs possibles qui existent, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait par exemple deux pays ou de villes, ou de régions d'un continent, enfin d'un pays, qui seraient faits de la même couleur. Donc vous voyez, on veut que ce soit bien mélangé. Et bien ça, pareil, on aurait des algorithmes pour le faire en passant par justement tout ce qui est théorie des graphes. Les réseaux industriels, voilà, c'est tout ce qui est installation, réseau électrique, d'eau, de gaz, les transports, ferroviaires, etc. Pareil, ça fonctionne à base de graphes. Et plein d'autres, effectivement, il y en a vraiment plein d'autres. Donc j'ai notamment schématisé, mis quelques éléments. Donc là, un réseau, lié à Internet, etc. On représente bien les choses. Cette fameuse couleur, on représente les différents départements de France. Et vous voyez, normalement, si on va d'un département, alors je crois que c'est département, il me semble, ou peut-être pas, je sais même pas, j'ai même pas fait gaffe. Pareil, vous voyez, on fait en sorte qu'il n'y ait pas la même couleur en fait qui se touche. Donc mais on essaie aussi d'utiliser le moins de couleurs possible. Le but, c'est pas d'utiliser 25 000 couleurs, c'est d'en utiliser le moins possible, mais faire en sorte que les voisins en fait ne soient pas coloriés avec la même couleur. Voilà. Donc il y a ce genre de problème qui a été résolu grâce justement grâce au graphe, à cette structure-là. Tout ce qui est ici, voilà, je pense que c'est par rapport au niveau des protéines, effectivement, donc en biologie, on peut représenter donc les molécules, en biologie moléculaire, et pareil, donc se servir de ce... Vous voyez, là pour le coup, si on schématise, on repère tout de suite un graphe. On comprend bien où sont les sommets, on comprend bien où sont les arcs, les arêtes, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons un problème bien connu aussi, les fameux ponts, justement. Donc là, c'est peut-être plus difficile, c'est pour ça que je vous dis, les graphes, c'est un concept abstrait, d'accord. Ça n'a pas une représentation géométrique réelle en soi, mais après, on peut l'appliquer tel quel, parce qu'en fait, les sommets, ils sont là. Vous voyez, les sommets, c'est les points de terre. On en a un là,
on en a un en haut ici, on en a un au milieu et on en a un là. Et les ponts, ce sont les arêtes qui relient ces différents sommets. Donc ça, si je vous demandais de schématiser exactement ce modèle-là, vous pourriez, en faisant donc 1, 2, 3, 4 sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arêtes. Donc on pourrait représenter ça comme ça. Et enfin, ça c'est quelqu'un qui faisait ça sur Twitter, qui avait fait quelques analyses de graphes. Donc normalement, on peut zoomer, c'est énormément plus gros, on pourrait vraiment zoomer énormément. Là, c'est dézoomer vraiment de beaucoup, puisque ça représente par exemple des interactions de streamers à d'autres sur Twitch. Donc par exemple, ici, normalement, on aurait un cercle pour présenter un streamer qui a donc évidemment pas mal de popularité, et de voir en fait avec qui il est en lien. C'est-à-dire, est-ce qu'il est plutôt en lien avec tel autre type de streamer, et ça permet de dégager, vous voyez, des tendances, on peut faire de l'analyse sociale, effectivement, une cartographie sociale, ou de relations sociales, pour se dire, les gens qui regardent Zerator ont plutôt tendance à regarder Étoile, alors que les gens, par exemple, qui regardent les lives de Amine, regardent peut-être moins les lives de Zerator, et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant de voir un peu tout ça. Donc là, on a un graphe immense. C'est immense. Si on zoome, vraiment, tout ça, ce sont des petits points, en fait. Voilà, des petits points de graphe, des sommets. Donc là, on a des millions de sommets. C'est vraiment immense. Mais je trouvais que c'était un bon exemple pour montrer un petit peu un cas d'usage concret, pour le coup, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait de l'analyse avec ça, et qui se sert de cette structure pour pondre, en tout cas, ce genre de rendu, ce genre de résultat-là, voilà, sous forme de graphe. On a fait le tour, voici le mot de la fin, ce sera cassoulet cette fois, mais comme je n'aime pas les haricots blancs, les haricots rouges, je n'aime pas les flageolets, donc désolé à tous ceux qui sont déçus, mais bon, vous inquiétez pas, si je les aime pas, il y en aura plus pour vous, donc ça devrait vous faire plaisir. Mais on termine avec ça, j'espère que ça aura été suffisamment clair, suffisamment explicite, parce que toujours dans les vidéos d'architecture, c'est beaucoup de concepts théoriques, comme c'est beaucoup de théories, c'est énormément schématisé, représenté, illustré, ici avec toutes ces présentations que je vous fais à la main à chaque fois, pour que ce soit bien clair. Mais si vraiment il y a des choses qui ne sont pas complètement assimilées, complètement comprises, posez des questions en commentaire, c'est fait pour ça, et je viendrai répondre pour compléter un petit peu ces parties-là. Maintenant, vous avez le bagage concernant la théorie des graphes, essentielle en tout cas ici, et je vous renvoie bien sûr vers d'autres playlists de la chaîne, algorithmie et autres, pour mettre en pratique cette fois, en termes de code, en termes d'informatique, cette structure de graphe dans vos différents programmes. A bientôt tout le monde.